plus compliqué en fait, parce que maman, elle était placée, comme on disait, vous savez, on essaie dans une ferme, et puis après ça, dès l'âge légal de la sortie de l'école, vous alliez gagner votre croûte, va gagner ta croûte, c'était l'expression, c'était ça. Hein, et elle s'est retrouvée un petit peu, pardonnez-moi pour le terme, mais c'était le cas, comme la boniche chez les pics. Donc elle s'est retrouvée, et c'est là qu'elle a rencontré mon père. Et maman a accepté d'épouser mon père, c'est pas un vrai mariage d'amour, hein, mais à une condition, que si nous avons des enfants, lui dit-elle, qu'ils fassent des études. Ça, c'était, elle n'a jamais lâché là-dessus. Et votre père partageait ça ou pas? Pas vraiment. C'est beaucoup plus ambigu, mais surtout, vous savez, on a beaucoup de débats, et j'en parle dans le livre. Des débats aujourd'hui, vous savez, après le prix Nobel l'année Arnaud, sur les transclasses, sur les transfuges de classe, etc. Voilà. Donc, moi, j'ai regardé ça à travers mon expérience, et je n'ai jamais engagé ces études dans le désir de changer de classe ou pas. C'était un parcours qui a traversé, et surtout de croire que les classes sont immuables. Alors ça, c'est un truc que je trouve aberrant. Les classes sociales elles-mêmes changent. Moi, quand j'étais jeune, quand nous étions jeunes, il y avait une classe ouvrière. Elle est où aujourd'hui, la classe ouvrière? Hein? Elle est où, la classe ouvrière? C'est complètement dingue, ce changement. Ce qu'était le Parti communiste, on a complètement oublié. Bien sûr. Le Parti socialiste du début n'est pas celui avant et après la CFO, ça n'a strictement rien à voir. Et pareil du côté de la droite, bien sûr. Donc tout ça, ça a beaucoup changé. Et la seule leçon que je peux tirer de ce parcours, c'est que, contrairement à ce qu'on entend, chez Annie Ernaux, pour laquelle j'ai le plus profond respect, évidemment, ça on est bien d'accord, mais dans une hostilité que ces classes n'acceptent pas. Moi, j'ai compris une chose, qu'il ne faut pas aller chercher la reconnaissance des autres classes sociales qu'on va côtoyer ou autres. Et qu'en plus de ça, les déceptions viendront beaucoup plus des classes sociales que vous quittez que de celles que vous allez, non pas vous installer, mais vous allez croiser. Et ça je vous dis sereinement, hein, mais ça a pris du temps. Hein. Ça a pris du temps. Et à partir de là, les choses ont été très très bien, puisque aujourd'hui, vous voyez, je suis au salon du livre de Nîmes, j'ai plein d'amis auteurs, j'ai eu le bonheur, quand j'étais étudiant, j'étais en physique théorique d'abord, mais j'avais le bonheur de lire des gens qui émergeaient dans les années 70, Michel Serres, Edgar Morin, et bien d'autres. J'ai jamais eu pour objectif d'être ami avec ces personnes que j'admirais. Mais on s'est rencontrés dans Conférence, ils sont devenus amis, on a fait des choses ensemble. Alors pour moi, j'appelle pas ça une réussite, j'appelle ça un parcours. Oui, mais parcours quand même étonnant, parce que vous êtes gamin, vous passez en 6e, vous êtes fier, heureux comme tout. Ah oui. Papa, j'ai mon passage en 6e. Lui, ça le laisse de marre. Ah, et même si vous lâchez une vacherie. Hein. Et après, c'est pareil. Ouais. C'est-à-dire, toutes les époques que vous racontez dans le livre, le service militaire. J'ai jamais eu un seul compliment de mon père. Même le jour de la soutenance de ma thèse, quand même, je suis docteur de l'université, hein, avec Yves Coppens, etc., vous imaginez bien. Eh ben, il se permet de me dénigrer, je ne raconte pas dans le livre ça, et c'est Yves Coppens qui l'a recadré. Donc j'avais pas, je ne veux pas trop en parler de ce personnage, c'est pas... Bon, alors, Pascal, racontez-nous. Maman, oui, mais... Ben, votre mère, si vous lui rendez hommage à maman, vous rendez hommage aux femmes dans ce livre. Bien sûr. L'évolution des femmes. Pour donner un détail, on aurait dû rester 1 heure ici. C'est trop court, 1 demi-heure avec vous, Pascal. On aurait dû rester 1 heure. Guillaume Mollaret n'est pas d'accord. Mais voilà, votre mère devient veuve, Oui. et ce qu'elle dit, enfin, je suis libre. À 80 ans. Vous vous rendez compte? Et il est vrai que j'ai dédicacé ce livre à ma mère. Je n'ai pas eu à chercher, en fait, une dédicace, parce qu'elle m'est venue spontanément il y a quasiment 1 an, nous a quittés il y a un peu moins d'1 an, et devant la famille, je suis ému, pardon. Bon, c'est normal. C'est une combattante de la vie qui nous quitte, combattante de la vie. Et les femmes sont des combattantes de la vie. C'est un livre, Pascal, c'est un livre d'un humaniste, ce livre-là. Merci. Vous êtes un humaniste. Et pour terminer l'entretien, on va revenir sur votre science et votre parcours. Quel a été un moment, le déclic qui vous a fait choisir la préhistoire et toutes vos thèses sur l'évolution? Ah, ça... la rencontre, le déclic.
en ayant des parents qui ont habité Argenteuil et après je ne sais où. Comment ça s'est passé? Ouais, il est vrai que j'ai passé ma vie à fuir les immeubles, excusez-moi. Vous savez, quand vous êtes dans les terrains maraîchers, et là, le livre est sorti et j'ai reçu un message étonnant de l'association des gens de la barre Victor Hugo de Gennevilliers. C'est une barre d'immeuble qui fait 500 mètres. Vous imaginez bien, j'étais petit, je voyais le monde horizontal et d'un seul coup, cette verticalité bétonnière qui me tombe dessus. Voilà. Alors, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, je suis retourné en physique théorique, je suis en 4e année, à Paris 6, donc Pierre et Marie Curie. Et dans les années 70, là, on commence à parler de Lucie, d'Yves Coppens, on commence à parler de Bernard van der Merch, qui n'est pas connu du grand public, mais tout ce qui va annoncer les grandes découvertes que nous connaissons aujourd'hui dans nos relations avec Néandertal. Vous savez, depuis qu'on a découvert Néandertal, on ne sait pas quoi en faire de lui. Maintenant, on sait. Mais c'était un vrai sujet. Et alors, je regarde la série des certificats options. L'idée, c'était d'aller vers les méthodes de datation. Alors, Carbone 14, c'est connu, mais il y en a plein. Hein, puis à l'époque, ça explose. Et je tombe sur 2-3 certificats exotiques, dont paléontologie des vertébrés et paléontologie humaine. J'en crois pas mes yeux, vous imaginez bien. J'étais en mécanique quantique, relativité, théorie des champs, électromagnétique, optique quantique, enfin le truc des membres. Et je vais à l'administration. Et je leur dis, écoutez, c'est sérieux? Ils me répondent, c'est sur la liste. Bon, d'accord. Donc, je vais au laboratoire, je rencontre Bernard van der Merch, ce qu'on appelle un honnête homme, et je lui dis, écoutez, en anatomie, entre le fémur et l'omoplate, ça va, mais après, j'y connais rien. Mais vraiment, je serais quand même intéressé par cette aventure. Et il me dit, et je lui dis, même si j'ai le certificat avec les mentions passables, franchement, je vais essayer d'avoir une mention, hein, bien sûr. Mais est-ce que vous prenez sous votre direction? Et il me dit oui. Et il me dit oui, et c'est comme ça, effectivement. J'ai compris un peu plus tard pourquoi je l'intéressais. Parce qu'aujourd'hui, on est complètement, et j'en parle d'ailleurs, un petit peu inquiet, fasciné par l'intelligence artificielle, le chat GPT, etc. Mais je vous rappelle, les jeunes gens là, qu'en 1980, on passe de l'analogique au numérique. On vient de fêter les 50 ans du Macintosh. Vous n'avez pas idée, vous les jeunes, ce que c'est le Macintosh en 1984. Hein? Oui. Donc là, on rentre dans la révolution numérique. Mais sauf qu'à l'époque, il n'y a pas les outils pour le grand public. C'est que les chercheurs, les gens qui ont les moyens, qui ont ces outils. Donc c'est pour ça que ce n'est pas aussi massif qu'aujourd'hui. Mais néanmoins, c'est une révolution d'une même ampleur. Et là, il fallait en fait tester des vieilles hypothèses qui remontent à Johann Goethe. Pourquoi nos ancêtres ont des gros reliefs au-dessus des yeux? Pourquoi on a un menton et pas les autres? Ça peut vous sembler banal, mais c'est extraordinairement complexe, notamment pour les sciences dentaires. À partir de là, donc, on avait plein d'hypothèses, mais on n'avait jamais pu tester. Eh bien, à partir des années 80, on programme, c'est la micro-informatique, et on peut tester, expérimenter en phase dynamique. Et c'est là que, évidemment, intelligemment, Bernard van der Merch et d'autres se sont dit, avec ce physicien, ben, ils m'ont dit, après tout, les compétences dans notre domaine, il va les acquérir, mais lui, il va nous apporter des compétences dont on a besoin. Et puis surtout, franchement, j'entendais dans les cours, l'homme descend du singe, l'homme descend du singe, et je disais, écoutez, au bout d'un moment, c'est qui ce singe? Et vous vous rendez compte, pendant 5 siècles, on a dit l'homme descend du singe, sans savoir qui sont les singes et les grands singes. Ce qui fait que dans les années 90, c'est moi qui vais introduire l'éthologie des grands singes. Mais entre-temps,